C'est un nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Vous êtes bien à Surface de vérité. Et dans le fauteuil blanc, il est tout en jaune. C'est un habitué de ce fauteuil. Président de l'Union pour la Renaissance, parti Sankaris. Il est aussi ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville. C'est bien sûr Maître Bénévenu Stanislas Sankara qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce fauteuil. Déjà, désormais, vous êtes bien à l'aise dans votre costume de ministre, là? Parce qu'au début, ce n'était pas évident. Je laisse le soin aux autres d'apprécier. Sinon, je ne suis qu'un serviteur de l'État, à la tête d'un département qui a beaucoup de défis, beaucoup d'attentes. Et cela fait déjà un peu plus de 6 mois que nous nous exerçons, parce qu'on a une lettre de mission. On a à satisfaire un certain nombre d'aspirations des populations en matière d'urbanisme, d'habitat et de la ville. Et je pense que je commence à m'adapter dans mes nouvelles fonctions. J'ai l'impression que vous avez maigri un peu quand même, non? Oui. Ça devrait peut-être le contraire, non? Dans un portefeuille ministériel avec tout ce qui va avec. Je pense qu'un serviteur de l'État, ce n'est pas une sinécure. Par rapport à l'immensité du travail, en tout cas à la charge qui est la mienne, je pense qu'on a souvent des nuits blanches. Oui, on n'a pas le temps de grossir. Alors. On n'a pas le temps de grossir. D'accord. Alors, vous parlez de défis pour votre département. C'est vrai que c'est un département assez important aux yeux justement de la population. C'est vous qui traitez des questions d'urbanisme, des questions aussi foncières. C'est une question essentielle pour notre pays. Et qu'avez-vous réussi à faire en 6 mois déjà? Déjà, quand j'arrivais à la tête de ce département, nous avons une feuille de route très claire des plus hautes autorités. Rappelez-vous que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, devant l'Assemblée nationale, disait qu'il fallait tout de suite et maintenant prendre des mesures conservatoires, urgentes, pour arrêter les dérives. Donc le 9 février, nous avons eu à prendre une circulaire pour arrêter tout traitement des dossiers liés à la promotion immobilière. À ce jour, nous avons déjà fin prêt un projet de loi portant donc modification de la loi de 2008 portant promotion immobilière. Et au moment où nous parlons, les décrets d'application sont déjà adoptés en atelier. Le projet de loi est passé déjà devant le COTEVAL. Il nous reste à aller devant donc, le Conseil des ministres et puis bientôt la route de l'Assemblée nationale. Oui. Et qu'est-ce qui change concrètement? Concrètement, nous allons travailler à assainir le milieu de la promotion immobilière parce que la loi de 2008 avait ce péché de donner un agrément à des citoyens qui faisaient en réalité de l'accaparement des terres par la promotion foncière. Ça veut dire tout simplement que les gens prenaient des agréments pour faire de la promotion immobilière, qui était un prétexte, parce qu'en réalité, ils faisaient de la promotion foncière. C'est-à-dire qu'ils vendaient juste des parcelles. Ils mobilisent, ils vendent juste des parcelles. Au lieu de construire. Et on ne voit pas de construction. Et je vous dis qu'en 2020, le taux d'accès au logement était de moins de 3%. Ça veut dire que la loi n'a pratiquement rien apporté. Bien sûr, la loi a été dévoyée. En fait, l'esprit de la loi était certes noble, mais à la pratique, on s'est rendu compte qu'il y a eu trop de dérives du fait de l'interprétation que les spéculateurs faisaient de la loi. Et c'est ça aussi qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le passif foncier, qui est très énorme. Et donc un problème à régler. Mais vous voyez déjà qu'au niveau des promoteurs immobiliers, ça commence à grogner. La loi semble visiblement semble difficile à faire passer. Tout à fait. Mais je dois dire qu'en fait, les vrais promoteurs immobiliers ne se plaignent pas du tout de cette proposition qui est en train de venir et qui va consister en réalité à protéger
la promotion immobilière. Tous les promoteurs sérieux savent qu'aujourd'hui, il faut leur permettre d'avoir une espèce d'aura, la confiance auprès des banques, auprès des investisseurs pour faire de l'habitat. Donc, nous travaillons à faire le distinguo entre la promotion immobilière et la promotion foncière. Celui qui veut vraiment faire de la promotion immobilière, faire de l'habitat, aura certainement les coudées franches, aura l'accompagnement de l'État pour faire en sorte que l'accès au logement au plus grand nombre soit une réalité. C'est ça qui intéresse les Burkinabés. Mais ils semblent être accompagnés dans leur refus justement de voir cette loi adoptée par les propriétaires terriens. Malheureusement, je dirais que ce n'est pas exact, parce que nous sommes aussi en relation avec ce qu'on appelle les propriétaires terriens. Certains, au départ, ont été purement et simplement manipulés parce qu'ils ne comprenaient pas trop. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois que la source de cette manipulation, c'est parce que l'État, la terre plutôt, a trois propriétaires. Vous avez l'État, vous avez les collectivités et vous avez les possesseurs fonciers qui sont pour la plupart les coutumiers qui disposent de leurs terres et qui voudraient bien sûr, misère aidant, vendre très rapidement ces terres-là aux promoteurs qui, bien sûr, pour certains, ont des titres fonciers et très rapidement, ils ont parcellé pour revendre. Mais avec les explications, parce que l'idée n'est pas de dire qu'on vous dépossède de vos terres, nous réglementons purement et simplement une profession aux yeux de la loi pour permettre l'accès à la terre et au logement. Donc je pense qu'ils sont rassurés de ce point de vue-là. Ils n'ont pas à craindre, ils peuvent continuer à vendre leurs terres. Puisque la loi, en réalité, de 2012 n'est pas touchée pour le moment. C'est la loi de 2008 que nous modifions pour permettre l'exercice dans un certain climat de la profession donc de promoteur immobilier. Ce qui fait que si l'État va légiférer plus tard sur la propriété donc, de la terre, ça c'est un autre dossier. On n'en est pas là pour l'instant. Pour le moment. Ce qui veut dire que les propriétaires terriens peuvent continuer à vendre leurs terres aux sociétés immobilières. Oui, mais bien sûr, sauf que... Les sociétés immobilières doivent construire des maisons, désormais. Voilà, ça c'est un impératif et pour l'habitat et pour l'accès au logement, nous en faisons une priorité. Seulement, je dois préciser une chose qui est très importante. Quand vous avez posé la toute première question, qu'est-ce que nous avons fait? L'autre axe, l'autre piste de réflexion avec d'autres ministres, parce que je précise qu'il y a 8 départements ministériels qui sont concernés par le foncier. 8 départements ministériels. Nous avons donc été instruits de mettre en place un comité interministériel qui a déposé son rapport auprès de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ce rapport, certainement, fera l'objet d'un débat en Conseil de ministres sur, justement, tous ces aspects liés au foncier et à la terre du Burkina Faso. Et on espère que les choses évolueront dans le bon sens, surtout pour nos populations, parce qu'aujourd'hui, 25-30 km autour de Ouagadougou, il n'y a plus de terre. Et en vérité, les promoteurs immobiliers ont déjà acquis des terrains qu'ils ont immobilisés. Monsieur Aubin, ce qui fâche, c'est que vous avez, et tous les écrits viennent à travers la presse attester de cette véracité. Les terres cultivables sont aujourd'hui loties à des fins de promotion immobilière. Vous avez vu la réaction de la Confédération paysanne, vous avez vu la réaction de la Chambre nationale d'agriculture, vous avez vu les conclusions du Conseil économique et social, vous avez vu le forum de l'OCADES, etc., etc. Tous les jours, il y a un cri d'alarme. On tire sur la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a eu une bombe sociale qui risque de s'éclater si on y prend garde. Nous avons essayé de faire même des statistiques sur l'accaparement des terres autour des grandes villes. Vous avez parlé de 25-30 km, allons même plus loin, même jusqu'à 50 km. 50 km. Ah oui, et même allez-y dans les villages, dans nos communes.
vous verrez partout des promoteurs immobiliers entre griffes, qui en réalité ne sont pas des promoteurs immobiliers, puisqu'ils achètent la terre, souvent même, on leur donne la terre, qu'ils essaient, eux, à leur tour, de parceller, souvent avec des cabinets privés, pour purement et simplement délivrer des attestations qui n'ont aucune valeur juridique devant le fisc, devant les domaines ou devant notre département. Les attestations remises par les promoteurs immobiliers à ceux qui achètent les terrains? À ce jour, le titre qui est valable, c'est le TF, le titre foncier. Mais si le promoteur vous donne une attestation du fait de sa possession foncière ou du fait de son titre foncier, il va falloir entreprendre d'autres démarches pour avoir un permis d'exploiter au moins, ou un permis urbain d'habiter. Ça, c'est du domaine de l'État. Et nous attirons souvent l'attention sur Parce que justement, récemment, j'ai vu justement un Burkinabé de la diaspora se plaindre de cette situation sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'elle a acheté avec son mari 2 parcelles avec une société immobilière. Elle a voulu entreprendre les démarches pour avoir un PUH et ils ont été confrontés à une situation qui est que le terrain appartient à la société immobilière. C'est de l'arnaque, purement et simplement. C'est chose qu'il faut déplorer et remettre de l'ordre pour que, dorénavant, celui qui achète un terrain puisse avoir accès à tous les documents administratifs y afférents. Mais plutôt que de dire aux citoyens, si vous le faites, ça a vos risques au péril, est-ce que l'État ne peut pas faire quelque chose déjà au niveau des sociétés immobilières pour empêcher qu'elles délivrent de tels documents qui ne sont pas... C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça qui fâche malheureusement certaines personnes qui se font appeler à tort promoteurs immobiliers. Mais vous continuez de délivrer des agréments? À ce jour, non. Nous avons purement... Parce qu'on continue de voir de nouvelles sociétés qui se créent. Oui, comme je vous disais, le process est le suivant. Le 9 février, nous avons pris une circulaire pour ne pas traiter les dossiers de promotion immobilière. À ce jour, avec le projet de loi sur les réformes, lequel projet donc est passé devant le Côté-Val, nous allons purement et simplement arrêter de réceptionner les nouveaux dossiers. Par contre, nous avons déjà promis d'ailleurs aux promoteurs immobiliers que tous les dossiers de demande, notamment d'approbation, qui ont été déposés, nous allons les examiner à travers une commission ad hoc. Et à partir de là, il faut attendre la nouvelle loi. Et si cette loi est promulguée, eh bien, avec les nouvelles conditions, celui qui veut faire donc, de la promotion immobilière va se référer à la nouvelle loi. D'accord. Pour terminer sur ce dossier foncier, vous entendez parfois aussi des citoyens dire on veut nos 2000 francs. Oui, bien sûr. Ils sont dans leur bon droit, puisque c'est une souscription qui a été faite. Nous sommes en train d'examiner avec les services techniques donc, ce dossier pour que les gens soient rétablis dans leurs droits. Ah bon? Ils pourront avoir leurs 2000 francs? Si l'État a encaissé à tort 2000 francs, l'État doit remettre ces 2000 francs. Ça rentre dans le cadre du passif dont je parlais tout à l'heure. Ok, ouais. D'accord, merci. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans un gouvernement. Hein? On se sent dans ce gouvernement-là qui a du mal à apporter la sécurité au Burkinabé? Bien sûr que c'est une question très, très délicate et même la question de sécurité est une On vient d'enregistrer encore une trentaine de morts. Douloureuse dans l'Oudalan. La sécurité, notamment dans les pays du G5 Sahel, du fait de la nature des attaques terroristes qui constituent, notamment pour le Burkina Faso, une guerre asymétrique, fait que presque au quotidien, nous enregistrons des victimes civiles comme dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement burkinabé s'est déployé depuis 2015 avec l'arrivée du président Rochman Christian Kaboré à accroître au plan logistique tout ce qu'on pouvait y mettre. Vous avez vu que l'Assemblée nationale a permis, à travers une loi spéciale, de doter nos forces de défense et de sécurité
d'un budget conséquent. Donc, on peut conclure que le gouvernement, avec le chef de l'État en tête, qui aujourd'hui, soulignons-le, et au plan politique, cela est une volonté affichée, quand lui-même s'arrose le portefeuille de la défense. Ça veut dire qu'au plus haut sommet de l'État, eh bien, cette volonté de combattre le terrorisme s'est matérialisée par les moyens conséquents, mais aussi par l'engagement personnel du chef de l'État. Mais le hic est là, qui est que le constat nous amène à la désolation au quotidien quand nous sommes attaqués, quand il y a des victimes. C'est pour cela qu'il faut reconnaître que cette guerre interpelle, au-delà du gouvernement, au-delà du pouvoir d'État, tous les Burkinabés, toutes tendances confondues, qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la société civile, parce qu'une guerre n'a pas de couleur politique. Une guerre engage la patrie, engage les patriotes, les démocrates, parce qu'il s'agit de mener une lutte pour la démocratie et pour la liberté. Depuis la nuit des temps, ça a été comme ça. Le monde a conjugué ses efforts pour lutter contre le nazisme. Quand d'autres pays étaient confrontés à des attaques similaires, et je pense par exemple à l'ETA, la communauté internationale s'est mobilisée. La communauté internationale s'est mobilisée pour qu'aujourd'hui on parle de démocratie et de liberté dans certains pays. Et je pense qu'aujourd'hui le Burkina Faso aussi a besoin d'abord des forces, de la mobilisation de son peuple et a aussi besoin du soutien de tous ceux qui veulent la liberté, la démocratie dans notre pays. Vous pensez que le peuple n'est pas assez mobilisé pour cette guerre? Le peuple est mobilisé, je dois le reconnaître. Le peuple est conscient d'une seule chose, qui est que quand un pays est attaqué, c'est l'affaire de tout le monde. Le peuple est mobilisé à travers les volontaires qui s'emploient sur tous les fronts aux côtés des forces de défense et de sécurité. Mais quand je dis que le peuple doit être mobilisé, c'est que personnellement, je crois à une mobilisation plus populaire, encadrée par les forces de défense et de sécurité, parce que la mobilisation est une prise de conscience qui devrait nous unir davantage, qui devrait sonner le tocsin, et le chef de l'État incarnant l'unité nationale et aujourd'hui chef suprême des armées, il devrait pouvoir compter sur ce peuple-là pour repousser je ne dirais pas le djihadisme, même quand souvent des attaques sont réclamées par des djihadistes, le terrorisme qui est une guerre asymétrique. Et c'est dans l'asymétrie que le rôle du peuple est important. Parce que c'est dans les communautés, c'est là où nous vivons, que nous devrions faire très attention pour faire la part des choses, connaître l'ivraie du bon grain. Et cela sans pour autant tomber dans ce qu'on appelle la stigmatisation. Oui, mais tout cela doit être encadré, comme vous l'avez dit, organisé. Il faut du leadership. C'est peut-être cela qui manque, non? Mais le leadership est là. Le leadership est là. Qu'est-ce qui fait alors que ça ne prend pas? Parce qu'on a changé des hommes à la tête, justement, de la défense, mais c'est vrai qu'on attend peut-être plus de changements, je ne sais pas, au niveau du commandement, qui ne vient pas toujours. Est-ce que le problème n'est pas justement à ce niveau? La délicatesse du problème, c'est la nature même de la guerre, des attaques. Quand vous êtes attaqué par des gens qui n'utilisent pas des moyens conventionnels ou souvent par des gens qui vous surprennent au moment où vous attendez le moins. Et quand vous regardez les assaillants, souvent c'est des jeunes de 12 ans, 14 ans. Je pense qu'au regard de tous ces aspects-là, une armée conventionnelle fait très attention parce que, quelque part, elle respecte, au plan du droit humanitaire, un certain nombre de règles. Mais si vous laissez les communautés entre elles s'affronter, vous allez également assister au pire,
sinon à une guerre civile qui ne dit pas son nom. Donc, tous ces aspects font... Ça, c'est délicat. Ça, plus que délicat, mais l'autre délicatesse, ce sont les frontières poreuses. Quand les assaillants quittent un autre pays pour venir vous attaquer et puis se replier, eh bien, les forces de défense et de sécurité burkinabais n'ont pas le droit forcément d'aller de l'autre côté. C'est maintenant qu'on est en train de mutualiser par rapport aux informations entre les pays frontaliers, y compris donc même la Côte d'Ivoire. Donc, de ce point de vue, comme je le dis, j'insiste pour dire que pour pousser ce fléau-là, eh bien, la communauté internationale, le monde doit se mobiliser et considérer le terrorisme comme un mal du siècle qui n'est pas seulement burkinabé. Un ministre Sankaris, dans un gouvernement où il est régulièrement fait cas de mauvaise gestion des ressources publiques, récemment, il y a eu cette affaire de 96 millions pour l'achat d'un véhicule, même si vous avez essayé de défendre en parlant plutôt de l'utilité du véhicule et non du coût, ça pose quand même un problème, non, en tant que Sankaris. Ça n'a rien de Sankaris, tout ça, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Comment est-ce que vous me définissiez votre vision du sankarisme? Qui est que ce sont des valeurs, c'est la bonne gestion des ressources publiques, c'est l'humilité, c'est pas la gabégie. Mais ici, ce n'est pas une question de gabégie, pas du tout. C'est un bien du parc automobile de l'État qui a une fonction précise qui doit être utilisée à bon escient. On ne peut pas avoir un véhicule à moins de 96 millions pour un ministre et qui soit aussi fonctionnel? Je crois que si nous sommes tous d'accord que c'est en fonction de l'utilité, eh bien, si c'est le coût comme ça, il faut regarder ce que le véhicule peut plutôt faire pour le ministre. Et non regarder autre chose. Oui, la question c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir des véhicules moins chers qui permettent d'économiser, mais qui soient aussi utiles moi, je vois plutôt la question pratique en termes de gouvernance. Je ne connais pas les prix de tous les véhicules, mais si c'est la critique, il faut porter la critique un peu plus haut au niveau de la gouvernance, au lieu de ramener la critique au coût d'un véhicule qui sera versé au parc automobile de l'État. C'est un exemple, justement, pour un État. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà pourquoi je parle de gouvernance. De façon générale, donc, cette gouvernance. Vous vous sentez bien dans ça depuis 6 mois que vous êtes là-dedans en tant que Sankaris? Ben, vous avez dit tout à l'heure que je n'ai pas grossi. Donc, ça veut dire que nous travaillons à l'intérieur d'un système qui, bien sûr, a été plébiscité par le peuple burkinabé. Et à l'intérieur de ce système, nous défendons nos convictions. Et nous insistons, comme d'ailleurs nous l'avons en 2017 souligné avec force lors de notre dernier congrès, sur la gouvernance vertueuse, qui aujourd'hui est une quête de tous les Burkinabés. Travailler à avoir une gouvernance vertueuse, c'est également travailler à ce que nous atteignions les objectifs pour lesquels le chef de l'État a été élu. Ce sont ces missions qui nous étaient assignées en tant que ministre et en tant que Sankaris. Et c'est ce que nous faisons comme on peut, avec les moyens que l'État nous donne, y compris, bien sûr, des véhicules qui coûtent 96 millions. Donc, ce n'est pas gênant pour vous quand on soulève des situations... Ce qui serait gênant pour moi, c'est à la tête de ce département que je n'atteigne pas les objectifs qui m'ont été assignés dans ma lettre de mission. Là, ça peut être un échec. Pour le reste, si les ressources sont mal gérées, c'est un problème? Non, vous avez l'ASE, LC, pour le contrôle, vous avez le RELAC, vous avez la presse, et vous avez d'autres structures, vous avez même la justice burkinabé. Oui, l'ASE, justement, pour qui tous ces cas. produit des rapports, ah oui, mais la bien presse sûr. qui parle de cas de mauvaise gestion. Bien sûr. On fait avec? On ne fait pas avec. On les dénonce, on les combat, on change de méthode, de façon de faire pour tendre vers une gouvernance vertueuse. C'est ce que je dis. Mais c'est ça qu'on a du mal à voir, cette gouvernance vertueuse. Non, mais vous avez du mal à voir. Vous avez cité un seul cap. Vous m'avez pas cité 1000 cas. Et on a vu toutes ces écoles construites qui s'envolent au moindre vent. Et ça veut dire que les marchés aussi mais vous avez vu que, sont mal passés. Vous avez vu que nous nous sommes
empressé d'expliquer l'origine du mal de ces écoles qui tombent. N'oubliez pas que l'Assemblée nationale a aussi fait une enquête sur ces ouvrages publics qui tombent. Et nous avons proposé des solutions. Et là-dessus, je rappelle que selon le code de l'urbanisme, l'entrepreneur qui est privé est tenu dans les liens de responsabilité pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Donc, quelque part, il faut aussi que nous expliquions à l'opinion comment situer les responsabilités. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que ces cas ne doivent pas rester impunis. Oui. Voilà. Je suis parfaitement d'accord. Quand on les dénonce, il faut situer les responsabilités et tirer les conséquences. Et sanctionner au besoin s'il le faut. Oui. Au-delà, vous êtes avocat, donc vous êtes un homme de droit. Quand le gouvernement ne respecte pas des décisions de justice, comme pour le cas de l'APN, l'Alliance Police Nationale, c'est gênant, non? En tant qu'homme de droit, du gouvernement. Oui, quand vous dites que le gouvernement ne respecte pas des décisions de justice, je ne vois pas en quoi l'exécution d'une décision de justice peut se heurter à une difficulté, auquel cas il y a des mécanismes. Puisque en tant qu'avocat, je me dis qu'il y a toujours des procédures pour lever cela. Oui, votre collègue, Maître Farama, qui a conduit ce dossier, sur toute la ligne, en tout cas, les policiers ont gagné le procès. Il reste à appliquer la décision de justice. Oui, mais l'obstacle est où? Mais il faut réintroduire un dossier au Conseil des ministres par le ministre en charge, justement, oui, ça veut dire que la procédure n'est pas épuisée. Si la procédure n'est pas épuisée... Mais est-ce qu'on a besoin des mois et des mois pour ça? Peut-être même une année? Mais en droit, il y a ce qu'on appelle les difficultés d'exécution d'une décision de justice. Moi, j'en ai souffert plusieurs fois. Hein. Est-ce que ce n'est pas avec juste... ce qu'on appelle la formule exécutoire. Est-ce que ce n'est pas juste de la méchanceté? Parce que derrière chaque policier, c'est une famille. Vous avez pris un cas, celui certainement de l'Alliance... Police nationale. Voilà. Donc, parce que l'Alliance est une entité, certainement des membres. Ce sont des membres. Ce sont des membres qui ont certainement gagné un procès, comme certains travailleurs, d'ailleurs, ont gagné leur procès, il reste à exécuter. Souvent, c'est au niveau du privé, tout comme du public. Mais si la décision connaît des difficultés dans son exécution, l'avocat sait qu'il y a d'autres mécanismes. Donc l'avocat sait qu'il a d'autres moyens pour faire appliquer ces décisions de justice. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ah oui, il y a ce qu'on appelle l'astreinte, il y a la contrainte, etc. Ce sont des procédures que les avocats connaissent. D'accord. Et l'état de droit, justement, ne va jamais... C'est pas pour rien la JE, c'est-à-dire... l'agent judiciaire de l'État. Ah oui, pour défendre l'État, et quand l'État succombe, eh bien, l'État paie les pots cassés, paye les conséquences. D'accord. Alors, on va parler de cette fusion en vue entre votre parti, l'UNUPS, et le MPS de Yacouba Isaac Zida et du professeur Augustin Loada. Vous avez dit, justement, lors de la signature du protocole, que c'est un mariage à vie. À quand la célébration? Je disais tout à l'heure que nous venons de faire le PPS, comme on le dit. Maintenant, on va aller à un congrès unitaire pour célébrer le mariage. Pour la simple raison qu'une fusion au niveau des partis politiques, c'est exactement comme un mariage, ça se prépare. Ces intentions doivent à un moment donné se renforcer au niveau de la base et au niveau du sommet. Une fusion ne se fait pas seulement au sommet, autrement dit c'est un échec. Voilà pourquoi nous avons signé un protocole d'entente, nous avons mis en place un comité paritaire qui va préparer un congrès. Et pendant tout ce temps, on prépare aussi les bases à accepter ou à rejeter. Donc, au congrès unitaire, si tout va bien, on va célébrer le mariage. Et comme le mariage, c'est pour le pire et pour le meilleur et pour toute la vie, eh bien, si ça marche, ça serait ainsi. D'accord. Avant d'en venir au fond, c'est-à-dire les raisons, est-ce que ce n'est pas aussi un mariage régionaliste, non? Pour parler de forme toujours,
Yacouba Isaac Zida est de Yako, vous êtes de... Louara n'est pas de Yako. De Yako. Le professeur Louara n'est pas de Yako. C'est lui le président du quand parti. Quand on dit le MPS, Non, c'est vrai qu'il y a le professeur Louara, mais on voit plus la figure de Yacouba Isaac Zida. Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je sais que c'est le... Même quand vous voyez les démissionnaires du MPS, ils rappellent toujours l'approche Yacouba Isaac Zida, qui ne serait pas tout à fait dans leur façon de voir les choses. Non, je dois vous rassurer que ça n'a rien à voir avec Yako et le Passoré. Vraiment pas. D'accord. Parce que là, on serait tenté de dire que peut-être bientôt, Eddie Kombouego va vous rejoindre peut-être. Oui, mais je le souhaite vivement, monsieur Omble. Je le souhaite vivement. D'accord. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un mariage qui, pour un peu, qui vient comme une sorte de renaissance pour des partis en vérité qui sont en lambeaux. En lambeaux, il faut le dire ainsi. Non, je vous le concède. Non, si, je vous le concède. Nous sommes conscients justement de cela. Nous sommes conscients, et j'ai eu à le dire, que les sankaristes pris isolement seuls ne représenteront rien sur l'échiquier politique, mais unis, eh bien, les sankaristes constituent une véritable force d'alternative. Mais comment arriver à une unité véritable des sankaristes? Eh bien, moi, je sais que depuis 20 ans, quand nous avons, à travers l'UNIL MS, vu le jour, notre combat a été de travailler à l'unité des sankaristes. On a connu des bas, des hauts, jusqu'à la convention de 2015, où les Sankaris étaient censés se mettre ensemble, désigner un seul candidat, et puis finalement... Il y a toujours eu ce problème aussi de leadership. Peut-être. La querelle de leadership. C'est dommage, il faut le reconnaître, il faut le souligner. C'est pour cela, après les élections de 2020, vous avez vu que chacun est parti faire encore son expérience. Bon, nous tentons encore l'unir PS, de tenter toujours de voir si on peut se regrouper. C'est une énième tentative. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, mais ma conviction est établie que les progressistes et les sankaris doivent se mettre ensemble parce que nous avons la même vision, nous avons le même programme, nous avons, en tout cas, en ce qui concerne l'UNIL PS, cette conviction qui est que nous devrons vraiment prendre en main notre destin pour travailler à transformer structurellement notre pays. Et je crois que ce n'est pas les idées qui manquent. Le MPS, pour vous, c'est un parti sankariste? Il se réclame en tout cas de l'obédience sankariste, comme beaucoup de partis politiques le réclament aujourd'hui. Et il y en a même qui sont dans l'opposition. Donc, suivez mon regard. Alors, qu'est-ce qui vous unit finalement entre l'UNIPS et le MPS? Ce sont les valeurs que partagent nos deux formations politiques. Ça, c'est d'un. Et de deux, nous avons eu quand même, depuis 2014, cheminé ensemble. Suite à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de Yako dedans. et avec cette nouvelle formation en vue, est-ce que ça reste une formation sankariste ou alors il ne faudra pas s'attendre à voir du sankarisme là-dedans? Ce qui est basique, les fondamentaux, c'est l'idéologie sankariste. C'est ça la base de notre fusion. La question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est quoi finalement l'idéologie sankariste? Parce qu'on suit votre cheminement et beaucoup de Burkinabés aujourd'hui ont du mal à cerner votre sankarisme. Mais bien sûr que chacun définit maintenant le sankarisme à sa manière. Nous, à l'UNIL-PS, nous avons défini le sankarisme à travers notre programme Alternative Sankariste. Et dans ce programme, nous prônons le développement endogène participatif. Et nous prenons le président Thomas Sankara comme un modèle. Donc pour nous, nous tendons vers, c'est une aspiration. Mais la stratégie et la tactique politique d'un parti à un autre, ce n'est pas la même chose. Nous avons par exemple, depuis notre naissance, il y a 20 ans, appris à
faire une meilleure collaboration, un compromis utile dans l'intérêt supérieur de notre pays. Ce qui fait que, si vous suivez notre histoire politique, depuis 2000, quand nous créions, quand nous naissions, nous avons toujours été dans les institutions de la République. Par exemple, en 2000, nous étions à l'Assemblée nationale avec 3 députés. Nous avons participé au gouvernement depuis l'arrivée du président Roch-Marc Christian Kaboré aux affaires après l'insurrection. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez qu'il y a des bas, il y a des hauts, mais nous défendons nos convictions dans les limites de la démocratie et dans les limites des institutions avec des idées forces que nous proposons. Si, à un moment donné, cela est pris en compte... Par le MPP, par exemple? Oui, bien sûr, le MPP nous écoute. C'est un allié. Vous pensez toujours que, jusqu'à aujourd'hui, le MPP prend en compte les aspirations sankaristes? Laissez-moi vous dire que le dernier programme présidentiel du président Roch-Marc Christian Kaboré, il y a la touche de l'UNIL-PS. Nous avons été associés. Vous avez été associé à l'élaboration? Oui, je ne me suis pas présenté à l'élection présidentielle. Nous avons soutenu la candidature du président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc nous sommes aujourd'hui comptables de son résultat. Donnez-moi quelques éléments qui montrent que, justement, ce régime-là est sankariste. Vous voyez, par exemple, nous allons célébrer bientôt la fête de l'arbre. L'idée est née sous le ministre Bassirou Nestor, qui est le premier vice-président de l'UNIL-PS. Le ministre Koutou a créé le salon de l'élevage. Aujourd'hui, c'est une référence. Si vous prenez au niveau donc toujours du gouvernement Aruna Kaboré, qui a pu ramener, par exemple, au goût du jour, consommer les mets locaux, c'est sankariste. Les 3 luttes le font surface. Donc, je peux citer à souhait sans parler du port. Ça c'est beaucoup plus de symboles, non? Est-ce qu'en termes d'impact, véritablement, est-ce que c'est révolutionnaire? La révolution se définit autrement. Je vous ai parlé de la démocratie, mais pas de la révolution. Moi, je suis un démocrate. Vous n'êtes pas révolutionnaire? Je suis un démocrate. Tout simplement. Je suis un démocrate sankariste. Donc, ce n'est pas simplement. Ce n'est pas simplement. Voilà. Un démocrate sankariste. Tout à fait. Et justement, pour un sankariste... Et puis, il y a des sankariens, hein, si vous ne le savez pas. Des sankariens? Oui, oui. Qui sont-ils? Ah ben, moi, je ne vais pas vous les citer. Qu'est-ce que vous appelez sankariens? Non, ce n'est pas moi qui les appelle, c'est eux qui se définissent comme tels. Et ils se différencient de vous? Je ne sais pas. Je constate. Parce que, justement, pour beaucoup de Burkinabés, voir des sankaristes dans un gouvernement, c'est s'attendre à des actions révolutionnaires, aussi à une attitude qui va avec. Vous dites tout à l'heure, c'est tendre vers... les Burkinabés veulent vous voir faire comme Thomas Sankara. Dans le gouvernement où il y a plus d'une trentaine de ministres, je suis le seul ministre sankariste. Le gouvernement, c'est une collégialité, c'est un programme d'un chef d'État qui a été élu sur la base de ce programme, qui est de la social-démocratie. Ce n'est pas le programme de l'UNIL-PS qui est le programme alternatif sankariste. Par exemple, l'habitat, le logement, on sait que c'est des questions... Oui, ah oui. Ouais, non, je vous donne un exemple. Le sankarisme... Je vous donne un exemple. Sous la Révolution, nous avons... Moi, j'étais étudiant, hein, mais nous avons contribué à recenser les populations, à faire des lotissements à grande échelle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette politique qu'on applique. La politique qu'on m'impose, c'est comment passer de 2,78% de taux d'accès, de taux de satisfaction, à 14% à moins de 5 ans. Vous dites une politique qu'on vous impose? Ah si, puisque c'est ma lettre de mission. Vous avez votre touche à apporter. Mais c'est ça, justement, je suis en train de dégrossir pour trouver des formules magiques, des propositions dans les limites de la démocratie qui consistent à convaincre et non à aller, justement parce que je suis révolutionnaire et je dispose donc du pouvoir d'État pour aller imposer une vision qui
in fine, sera de la satisfaction des masses populaires, comme on le dit. Les méthodes ont changé. Depuis 40 ans, les méthodes ont changé. D'accord, ont changé peut-être, oui. Même la Russie de Lénine n'applique plus les mêmes méthodes. Donc, c'est-à-dire vivre très simpliste, se contenter du peu, ou ne pas aimer le luxe? Non, ce n'est pas la question, pas du tout. Le sankariste, ce n'est pas le misérabiliste et qui veut vivre de façon crasse. Non, ce n'est pas ça le sankarisme. Je suis désolé. Le sankarisme aime la vie, mais il veut la solidarité, le partage. Il n'aime pas le luxe. Il ne déteste pas le luxe. Allez-y à Cuba ou dans d'autres pays. Vous verrez que ce sont des villes qui sont très belles, y compris les cimetières. C'est surtout éviter le superflu. Non, ce n'est pas là la question. Quand le président Sankara dit que mieux vaut donner de l'eau potable à tout le monde que du champagne à quelques-uns, oui. C'est ça la philosophie du luxe. Ça veut dire tout simplement que quand vous avez un pays pauvre, un pays où les 90% de la population ne peut pas avoir 3 repas par jour et que vous êtes dirigeant de ce pays-là, eh bien, vous ne pouvez pas dormir. Vous devrez trouver dans votre tête des idées pour sortir ce peuple de cette misère. Et vous ne pouvez pas vous permettre de rouler dans des véhicules de luxe qui coûtent trop cher. Non, moi, je ne vois pas le côté luxe. C'est toi qui vois le côté luxe, pas moi. Ah, ce n'est pas luxueux, vous voyez. C'est pas moi, je ne vois pas le côté luxe. Je vois le côté utilitaire. Si ce véhicule peut m'amener dans la journée à Bobo et me ramener à Ouagadougou, moi, je ne vois pas son côté luxe. Le luxe, c'est si je roulais en Cadillac. En ce qui me concerne. Ah bon. Mais celui, naturellement, qui, bien sûr, ne peut pas avoir un plat ou un vélo, quand il va entendre parler de 96 millions pour une voiture, il est ahuri. Donc, il faut ramener le débat à un autre niveau. D'accord. Alors, pour revenir justement à ce mariage, après les élections de 2020, on a vu quand même l'UNIPS, un parti résilient quand même, parce que beaucoup ne vendaient plus cher votre peau, mais quand même, l'UNIPS a réussi à se repositionner. On se dit, est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt le MPS qui a besoin de se refaire une santé en venant vers cette fusion? Est-ce que véritablement l'UNIPS y gagne? Oui, l'UNIPS, tout comme les sankaristes, y gagne. Raison pour laquelle mon cri de cœur, c'est de lancer un appel à tous les sankaristes, encore une fois, à tenter l'union. Si nous mettons ensemble nos forces en synergie, on pourra constituer une dynamique crédible d'alternative. C'est ce que je dis et ce que je répète. Le MPS gagne, l'UNIPS gagne, tous les sankaristes gagnent dans leur unité. Mais isolement, nous serons fragilisés et nous n'allons pas peser. Notre résilience vient du fait que nous avons été constants dans notre orientation, dans notre ligne politique, dans notre combat. Et cette constance vient du fait que nous ne changeons pas nos convictions. Ceux qui, à un moment donné, ont changé leurs convictions se sont rendus compte de leur erreur. Donc, vous êtes parti à la majorité sans avoir changé de conviction? Pas du tout. Nous ne changeons pas nos convictions. Nos partenaires le savent et ils nous respectent dans notre conviction. Et quel est l'appel aujourd'hui à lancer à vos camarades qui, entre-temps, ont claqué la porte? Mais je leur dis que la porte est restée ouverte, même les fenêtres. La maison, elle est commune. Il faut revenir vers cette union qui est en train de se dessiner. Il faut revenir, il faut revenir. Nous avons besoin de tous les camarades, pas seulement qui se disent sankariens ou que sais-je, mais de tous les progressistes. Parce qu'aujourd'hui, si le Burkina Faso est à la croisée des chemins, c'est parce que quelque part, nous perdons aussi nos repères idéologiques. C'est devenu un fourre-tout. Tantôt on est à gauche, tantôt on est à droite. Tantôt centriste. Tantôt centriste, mais nulle part. Et je suppose que ce mariage, cette tentative, en tout cas, de se retrouver encore en sankariste,
il y a la perspective 2025 quand même. Bien sûr que 2025 est un enjeu. Il faut aussi le reconnaître, il faut se préparer, mais ce n'est pas seulement 2025. 2025 se prépare maintenant avec les élections de proximité qui vont avoir lieu en les municipales, en 2022. Et après cela, c'est tout un cycle électoral qui commence. 2025, vous reviendrez comme candidat ou pour vous, c'est fini? C'est trop tôt. Mais moi, je dois dire que mon problème, ce n'est pas être candidat. Je ne l'ai pas été à l'élection passée. Ce n'est pas pour autant que je ne me porte pas mieux politiquement. Bien au contraire. Mon seul souci, c'est de servir mon pays, c'est de servir le peuple burkinabé partout où je suis. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Zéphirin Diabré au gouvernement? Mais très bon rapport. Très bon rapport? Ah oui, de très bons rapports. On n'a jamais eu, Zéphirin et moi, des rapports nuageux. Jamais. N'oubliez pas que j'ai été chef de file de l'opposition politique et il m'a succédé. Nous sommes restés ensemble pour mutualiser nos efforts et il y a eu l'insurrection. Et après l'insurrection, eh bien, en 2015, il a été candidat aux élections présidentielles. Je ne dirais pas candidat malheureux parce que il a quand même eu des voix, il a eu des députés. Et moi, je ne me suis pas présenté, mais j'ai été élu député. J'ai eu 4 autres, on était 5. Et on s'est retrouvés au sein de l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Et on se retrouve également au gouvernement, où nous avons une collégialité, on partage beaucoup de choses ensemble. Il est en charge de la réconciliation nationale, un très gros dossier. Vous y croyez, son affaire de réconciliation nationale? Moi, je crois en la capacité des Burkinabés à se surpasser pour se considérer dans la fraternité. Et je pense que le ministre d'État Zéphirin Diabré, c'est un homme extrêmement engagé parce qu'il y croit. Il a foi aussi en cette réconciliation. Il s'y donne. Il s'y donne. Maintenant, je pense que le peuple burkinabé doit l'accompagner dans cette quête-là, qui est, si vous voulez, un cri de cœur du président Roch-Marc Christian Kaboré qui pense que les Burkinabés doivent, et c'est cela son programme, bâtir ensemble un pays de démocratie, un pays de paix, un pays de liberté et de justice. Quand on parle de réconciliation, on parle toujours de ces dossiers Blaise Compaoré, on parle aussi de François Compaoré, vous êtes avocat dans ce dossier Norbert Zongo. Avec l'évolution de ce dossier, justement, avec la Cour européenne qui s'est prononcée et du coup qui suspend l'extradition, un peu déçu, non? Pas du tout. La déception n'est pas Maître Sankara. Moi, ma philosophie, c'est toujours là où s'abat le découragement, c'est là où s'élève la victoire des persévérants. On persévère toujours parce que la justice, elle est éternelle. La vérité, elle est éternelle. Donc, de ce point de vue, c'est un combat que nous avons engagé depuis le 13 décembre 1998, quand Norbert Zongo a été assassiné. On continue ce combat pour la vérité, pour la justice. Et la justice triomphera tôt ou tard. Tôt ou tard. Ah oui. Et il y a le dossier Sankara qui, là au moins, on sait que le procès, ça va s'ouvrir bientôt. Oui, tout à fait. C'est un dossier qui est fin prêt, qui respecte le procès équitable. Beaucoup d'avocats sont constitués dans ce dossier. Eh bien, nous attendons simplement qu'il soit programmé et on verra la suite. Et l'idéal pour vous serait que Blaise Compaoré aussi entre dans le cadre de ce dossier? Non, mais Blaise Compaoré fait face à son propre destin. Ce n'est pas à moi de lui dicter la conduite à tenir. Il est sous mandat d'arrêt. C'est à lui de déférer à la justice ou de se prévaloir de sa nationalité ivoirienne et refuser de venir. D'accord. On est presque en fin d'émission. Alors, parlant toujours de perspective avec ces rapprochements, on parle de tendance, puisque Kaboré a son deuxième mandat, donc certainement ne reviendra pas. On parle de tendance qui se dégage au niveau de la majorité présidentielle aujourd'hui, avec d'un côté une tendance autour de Simon Compaoré et de l'autre une tendance autour de Bala Sakandé. Et selon ce qu'on entend, c'est que Maître Sankara
serait proche de cette tendance Simon Compaoré face à l'autre tendance, avec certainement Zéphirin Diabré. Je n'en sais rien, moi. C'est oui? vous qui m'apprenez ça sur le plateau. Ah oui? Bien sûr. Au niveau de la majorité, déjà, il n'y a pas de... Non, il y a un congrès Par rapport à 2025, non, déjà... un congrès du MPP a annoncé... Des possibilités de rapprochement, de... Vous savez, pour 2025, le paysage politique va certainement se reconfigurer. Ça, au moins, c'est ce qu'on dit, la réelle politique. Ça, c'est clair. Mais aller dans tel ou tel sens, pour le moment, je ne saurais le dire. D'accord. Peut-être que d'autres forces aussi vont naître. On attendra de voir. Donc. Mais bien sûr. Merci. C'est le wait and see. Wait and see. Yes. Merci, Maître Bénémoudé Stanislas Sankara, d'être passé dans le fauteuil blanc. C'est moi qui vous dis merci. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.